Bonsoir, je suis Abdessalam Boujedraoui. Le thème d'aujourd'hui porte sur le transhumanisme. Alors, c'est un sujet qui fera partie de mon prochain essai qui comportera au moins 3 grandes parties. Première partie que j'ai déjà commencé à vous soumettre. Elle concerne la non-existence du temps qui impose sa tyrannie. Et en rapport avec cette non-existence du temps, la notion de sagacité. Ensuite, le thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le transhumanisme. Et dans une troisième partie, j'aborderai la résilience. Alors, qu'est-ce que peut être le transhumanisme? C'est un courant de pensée scientifique de diverses directions, mais également philosophiques, intellectuelles, culturelles, etc., qui voudrait que l'on dépasse la condition humaine, la condition d'homme mortel, pour aller vers un homme nouveau, un homme qui a des capacités augmentées et qui peut vaincre sa condition de mortel en devenant immortel. Bien sûr, on passerait par une phase où l'on prolongerait la vie. Ensuite, cela peut être vivre de manière indéfinie. Et plusieurs autres options. Si vous voulez, on va créer un homme nouveau. Et justement, en ce sens, les tenants du transhumanisme parlent de post-humanisme, c'est-à-dire que l'on va parler, ça veut dire que l'on va rencontrer l'émergence, il y aura donc l'émergence d'hommes nouveaux aux capacités suraugmentées, avec des possibilités énormes qui vont faire que l'on va vaincre la maladie, etc., la vieillesse, beaucoup d'éléments. Lorsque l'on aborde ce thème par rapport aux déclarations des transhumanistes, on ne peut qu'applaudir. C'est le rêve de l'humanité. Mais il y a toujours deux choses. Le rêve et l'utopie, et les possibilités. Est-ce que cela est possible? Et c'est là que c'est la grande question. Et c'est là que se pose l'immense interrogation. Le principal défaut, et il est énorme, de ceux qui sont pour le transhumanisme et qu'ils confondent l'être humain avec un assemblage Lego. Ils croient qu'il suffit de rassembler ceci avec cela et de rajouter un peu de ceci et un peu de cela pour créer un homme nouveau. Ce n'est jamais aussi simple que cela. Et lorsque vous visitez les sites des transhumanistes, celle de l'Association française des transhumanistes, vous trouverez que leur site commence à ressembler de plus en plus à des prédictions de Nostradamus. Alors je vous ai dit qu'ils confondent l'être humain dans sa complexité, avec un jeu de Lego, d'assemblage de Lego. Alors je vais vous donner un exemple très simple pour illustrer mes propos. Cela s'est passé dans les années 80, lorsque il y eut le premier clonage de la brebis Dolly. Alors qu'est-ce qu'on s'était dit à l'époque, peut-être que c'était des transhumanistes, ils disaient que avec le clonage, l'humanité, la science, allait résoudre le problème de la mort. Alors comment ils expliquaient cela? Ils disaient que puisqu'on peut cloner des humains, on va prendre une personne, par exemple, ça peut être toute l'humanité, mais moi je reste sur des propos, sur des exemples pratiques. On prend un humain, on lui prélève des cellules et on le met de côté par les techniques qui sont déjà au point. Ensuite, on va procéder à une chose. On va copier tout ce qui se trouve dans son cerveau. Et ensuite, on va cloner, reproduire à partir des cellules cet être humain et on va lui injecter dans l'esprit, dans le cerveau, l'ensemble des connaissances. Comme ça, il pourrait de nouveau revivre, ressusciter dans son même corps avec ces mêmes idées. Alors ça, c'est de la science-fiction, d'autant qu'à l'époque, il y avait, je crois, un médecin qui avait congelé sa femme dans son château dans l'espoir que lorsque la science aura vaincu la mort, on pourrait la ressusciter. Alors quelle est
le point faible de ce raisonnement aussi brillant, aussi séduisant puisse-t-il être, c'est que, comme je l'ai dit, l'être humain n'est pas un assemblage de Lego. Dans l'état actuel des choses, nous ne savons même pas comment fonctionne l'être humain qui contient des millions et des millions, peut-être 1 milliard de neurones. Nous ne savons pas comment se fait la pensée, comment est-ce construit, comment tout cela fonctionne, nous ne le savons pas. Et surtout, ils confondent cerveau avec un disque dur. Oui, un disque dur, on peut le cloner, parce qu'un disque dur, ce sont des éléments numériques 0, 1, 1, 0 qui se rajoutent sur une piste qui est toute bête, toute simple, une piste magnétique sur l'ancien disque dur. Sur les nouveaux, c'est autre chose. C'est une technologie des plus rudimentaires et on peut la cloner. Mais je peux vous dire, alors les amis, essayez de cloner un cerveau humain. C'est une impossibilité, c'est strictement impossible quand on sait qu'on ne connaît même pas, au risque de me répéter, comment il fonctionne, comment est la pensée, comment naissent les souvenirs, pourquoi certains savent chanter, etc. Comment est-ce que nous allons de l'enfance jusqu'à la vieillesse, etc. Beaucoup de choses que nous ignorons. Je vous ai présenté cet exemple qui est oublié pour que vous puissiez avoir une idée de comment réfléchissent les humanistes ou les transhumanistes, pardon, ou ceux qui étaient avant eux. Alors, sur quoi repose leur logique et leur raisonnement? Sur le fait que maintenant l'intelligence artificielle existe et qu'elle pourrait être greffée sur le cerveau humain. Alors ça c'est n'importe quoi, parce que comme je l'explique dans mon livre ChatGPT, la grande mystification, ou bien dans mon essai avant lui, qui était que ChatGPT, lorsque les humains se rabaissent au niveau de la machine, j'explique que l'intelligence artificielle n'existe pas et n'existera jamais. À quoi nous assistons, ce sont des automatisations de tâches, des choses répétitives, etc. Mais ça, c'est vieux comme le monde. La programmation informatique a commencé avec ceci et avec cela. Mais reproduire l'intelligence humaine quand on ne sait même pas comment elle fonctionne, c'est une autre paire de manches. C'est comme les types qui voudraient cloner le cerveau humain et l'injecter à ce clone alors qu'il est, je ne sais pas, qu'il grandit vers l'âge de 20 ans. Mais ils ne savent pas ce que c'est qu'un être humain, ils l'ignorent tout. Nous sommes à plus de 2 ans de la sortie médiatique de ChatGPT. Mais qu'en est-il? Quel est le résultat? Absolument rien, en dehors des déclarations éclatantes, criantes et tonitruantes. Donc ça en oublie cette espèce de mystification qui est l'intelligence artificielle. Alors il y a aussi autre chose, ils disent, on part sur ce qu'on appelle la nanotechnologie. Alors ça aussi, c'est n'importe quoi. Nous serons toujours limités par une chose qui s'appelle la miniaturisation. Lorsque vous regardez dans un microscope, moi je suis médecin de formation, j'ai regardé ça et cela, dans un microscope, lors de ma formation, vous avez des cellules qui sont de l'ordre microscopique, qui sont très petits. Alors essayez de former, de construire de petits machins, des petits robots de cette taille. Ce sera impossible peut-être dans 1000 ans, dans 2000 ans, et je ne sais même pas si ce sera possible. Mais il y a aussi autre chose. L'humain est très complexe. Il faut lui injecter des produits, des petites machines, n'importe quoi, de nanotechnologie, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Ils seront toujours rejetés parce que l'humain est très complexe. Lorsque vous l'examinez dans ce qu'il est, lorsque vous examinez quelque chose que nous connaissons tous et qui est le rein. Le rein, il a beaucoup de fonctions, parmi lesquelles celle de filtrer tout ce qui est nocif et de garder ce qui est bien. Et ceux qui ont connaissance des reins artificiels, ils voient très bien la différence entre un petit rein tout petit et une grande machine qui est la machine qui purifie, qui épure le sang de toutes les impuretés. Vous voyez bien qu'il n'y a pas lieu de faire n'importe quelle comparaison. Et
pas la moindre comparaison. Nous sommes loin, mais alors très loin, de remplacer les grandes fonctions de l'humain. Bien sûr, on fait des greffes cardiaques, mais à quel prix ? Au prix de produits que l'on prend toute sa vie, parce qu'il y a le rejet. Et là, je ne voudrais même pas aborder le thème de tout ce qui est génétique. Alors là, ça aussi, ça a été une grande mystification. On croyait que l'on ait modifié les gènes. Nous en sommes alors très très loin. Et surtout que l'épidémie de la Covid nous a appris une chose. Nous ne sommes même pas prêts à affronter et à lutter contre une épidémie virale, encore moins lui trouver un médicament nanotechnologique, tout ce qu'on voudra, qui puisse détruire les virus, qui sont très petits, mais alors petits, tellement petits qu'aucune machine ne peut être miniaturisée à ce stade. Nous sommes dans l'impossibilité, nous sommes dans la science-fiction. Oui, bien sûr, vous me direz qu'il y a des choses qui sont réalisées. Je suis d'accord avec vous, mais ça reste de petites choses. On arrive à remplacer une hanche, on arrive à remplacer un genou, on arrive à remplacer des trucs par-ci par-là. D'accord, ça s'appelle, ce sera toujours quelque chose de colmatage. Ce ne sera jamais quelque chose de définitif et quelque chose d'important. Le plus important, et ce qui est crucial, est de pouvoir réparer, puisque les transhumanistes on parle à tort et à travers de réparer une arthrose. Alors ça, mon ami, tu peux te réveiller, moi je parle des transhumanistes, ils peuvent se réveiller à l'aube, ils n'y arriveront pas. Peut-être, alors comment en modifiant le gène, lorsqu'une articulation est détruite, peut-être pourrait-on réparer génétiquement une arthrose de la hanche, c'est-à-dire une hanche qui est complètement érodée, complètement détruite par un processus génétique. Mais là, le problème est comment le faire? Nous ne savons même pas comment modifier de simples gènes. Alors, modifier des gènes qui vont fabriquer et réparer une hanche, alors ça ne sera jamais pour demain. Et en plus de ça, même si on pouvait arriver à un balbutiement, comment faire pour que cette réparation ne dépasse pas son but et nous donne des os exubérants, c'est-à-dire au lieu d'avoir une hanche, on aura une hanche tellement immense, parce que le contrôle du cerveau, le contrôle génétique est beaucoup plus complexe. On n'en sait même pas pourquoi c'est ainsi. Je crois que j'ai abordé quelques grosses lignes de mes propos. J'aborderai ça dans ma prochaine publication prévue pour fin mars, dans laquelle j'aborde le transhumanisme. Alors il y a aussi une autre direction de pensée des transhumanistes qui disent que nous allons réfléchir à l'homme nouveau, c'est-à-dire à un post-humanisme. Alors je rappelle que l'humanisme consiste à placer l'humain au centre des préoccupations et que le grand courant humaniste a eu lieu au XVIe siècle. Mais là, comment on fait? Lorsque nous savons que dans le monde tel qu'il est, il y a encore des maladies infantiles, il y a encore la rougeole qui tue, il y a encore beaucoup de maladies qui sont là. Et nous, ce qu'on voudrait faire, c'est proposer un homme nouveau qui soit au centre de nos préoccupations. C'est-à-dire qu'on va créer, ça n'est pas possible, mais dans leur esprit, nous allons créer une classe d'aristocrates, d'hommes riches, qui vont tout faire pour rester en vie. Bon, on pourra le remplacer, moi ça me fait marrer tout ça, on pourra remplacer une hanche, on pourra le remplacer ceci, on pourra remplacer ça, on pourra leur faire des injections de Botox, mais pour le moment, la durée de vie, elle sera toujours limitée, quoi que l'on fasse. Alors moi je ne dis pas qu'il y a des choses qui seraient impossibles. Moi, je crois que prolonger la durée de vie de l'humain est dans l'ordre du possible. Il faudrait que les gens s'y mettent. Vaincre des maladies, il faudrait que les gens s'y mettent. Oui, pourquoi pas. Mais le problème qu'il y a actuellement, c'est comment faire, surtout dans des sociétés capitalistes qui s'intéressent plus à la productivité, au gain,
aux entrées financières plutôt qu'au confort humain. J'explique cela dans beaucoup de mes essais, dans un grand nombre de mes essais. Le plus important aujourd'hui, si vraiment on veut créer un post-humanisme, mais qui serait la conséquence, si vous voulez, le successeur de l'humanisme du XVIe siècle, il faudrait que l'on repense l'humain à travers d'autres critères, pas seulement un critère philosophique et théologique, mais également un critère qui prend en charge, qui prend en conséquence, c'est-à-dire qui prend en compte sa santé mentale, sa santé tout court, son destin, beaucoup d'autres éléments. Je peux vous dire que pour le moment, ce n'est pas le cas et ce ne sera jamais le cas. Et je vous rappelle ce qui s'est passé lors de l'épidémie de la Covid. C'était le chacun pour soi. Et nous avons vu le vrai visage de l'être humain lorsqu'il est confronté à un défi de la mort. Alors, si l'on veut vraiment améliorer la condition humaine et que l'humain dépasse ce qu'il est, ce n'est pas en proposant des sciences qui relèvent plutôt de l'ésotérisme. Ah bon, je le dis comme ça, de l'ésotérisme de Nostradamus et d'une science-fiction au rabais. Ah, il faudrait réinventer une nouvelle façon de voir l'humain dans ce qu'il est, avec beaucoup de compassion, beaucoup de fraternité. Mais là, à mon tour, c'est moi qui rêve. Je suis Abdessalam Boujedraoui, je vous dis à bientôt et merci pour votre attention.